Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Bonsoir, c'est vous et merci d'être avec nous dans ce numéro de Canal Enquête. C'est un sujet qui divise, polarise et cristallise les attentions. Le dernier tintamarre sur l'homosexualité à l'échelle internationale s'est joué sur la tête de l'international sénégalais évoluant au Paris Saint-Germain. Idrissa Gana Gueye est accusé d'homophobie pour avoir refusé de porter un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ, à l'occasion justement de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Au Bénin, pendant que se développe l'existence des minorités sexuelles dans l'ombre, à la lumière, règne une indifférence totale, un rejet assumé, parfois violent. Avec mes invités, nous reviendrons sur quelques éléments d'analyse, mais d'abord, comment ces personnes arrivent-elles à vivre dans un environnement qui les rejette? Dans ce numéro de Canon Enquête, c'est un condensé de faits, de témoignages, d'avis religieux mais également juridiques que nous vous livrons. Au Bénin, le sujet sur l'homosexualité reste un tabou. Selon une publication du site d'information 24 heures au Bénin, ils sont au moins 18 000 homosexuels répertoriés dans plusieurs associations. Être homosexuel dans bien de pays d'Afrique de l'Ouest, dans le Bénin, c'est vivre caché. On les pointe du doigt à partir de leurs démarches, faits et gestes efféminés. Dans un environnement de plus en plus allergique à leur existence, nous sommes allés dans ce numéro de Canal Enquête au plus près de ces personnes pour voir comment elles vivent dans une société qui les rejette. Minorité sexuelle au Bénin, vie cachée, code et secret, c'est une mission d'infiltration dans une communauté ultra secrète. Aller à la rencontre des homosexuels, des transgenres, des gays, nous a pris plusieurs semaines de discussions et de repérage. Autant c'est difficile pour la société de supporter leur existence, autant c'est compliqué pour eux de se confier à la presse. Nous avons sollicité les services de bon office d'une personne assez introduite dans la communauté des LGBTQ. Pour avoir accès à un nombre considérable de personnes homosexuelles, c'est dans un lieu tenu secret dans la commune d'Abomey-Calavi que nous nous sommes rendus. C'est la première fois qu'une chaîne de télévision est autorisée à rentrer dans un cadre intime des homosexuels. À l'heure de notre arrivée, c'est un peu le rangement. Ici, c'est un refuge qui abrite les personnes en situation difficile avec des profils variés. Transgenres, bisexuels, gays, etc. Ici, nous recevons les personnes identitaires, les minorités sexuelles et LGBT. C'est ces personnes-là que nous recevons ici. Parce que c'est des jeunes qui sont souvent rejetés de leur famille, soit quand les parents découvrent leur orientation sexuelle, on les chasse de la maison et nous les recevons ici. Voilà, notamment ceux qui ont besoin de logement. Alors, comment ça se passe? Et nous avons deux types d'accompagnement que nous faisons à l'endroit de ces personnes. D'abord, la première, c'est de les accueillir. Et nous avons des psychologues aussi qui les rencontrent parce que celui qui est renvoyé, il est traumatisé. Donc, on a un psychologue pour le centre. Et ces psychologues rentrent en contact avec ces jeunes pour discuter un peu avec eux sur leur situation. Mais comment ces personnes atterrissent ici? C'est très difficile ce que ces jeunes sont en train de vivre dans une société libre. Mais c'est parce que les parents ne comprennent pas souvent l'orientation sexuelle de leurs enfants, qui les renvoient de la maison, qui les chassent. La plupart portent sur elles le poids du rejet familial à cause de leur orientation sexuelle. Dans le cadre de notre enquête, les personnes identitaires rencontrées
sont favorables à se prononcer à visage découvert, mais nous avons fait l'option de cacher leur visage. Junior, lui, se définit comme un non-binaire. Il a un autre prénom quand il se travertit en femme. À ma naissance, je suis né biologiquement du sexe masculin. Je vis ma vie en tant que femme. En tant que femme, mais je ne m'habille pas ainsi. Mon état de nature, d'abord tel que vous le voyez à travers mon corps, mon habillement, c'est que j'ai porté des talons et j'ai en même temps porté une chemise et un pantalon. Un garçon porte une chemise et un pantalon et la femme qui porte un talon. C'est à travers ça que j'exprime mon genre. Parce que je suis non-binaire. Non-binaire, c'est ni homme ni femme. Mais je me suis assigné en tant que femme. Son homosexualité s'est révélée sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une fête d'anniversaire, nous confie-t-il. Et c'est le début d'une vie bien compliquée pour lui. C'est à travers une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux Facebook. Moi-même, je ne sais d'où la photo sort. Mais j'ai été à une fête organisée par la communauté LGBT. Et c'est là-bas, ils ont pris ma photo, je ne sais qui, et ils ont envoyé ça à mon grand frère. Celui qui a causé la descente de mon grand frère au pays, qui a convoqué une réunion en famille. Et c'est là, ils m'ont montré la photo. J'ai été victime de violences, de déscolarisation et de sans-abri. Contrairement à Junior, Lovely est transgenre. Sa vie s'est vue bouleversée dans les couloirs d'un commissariat. C'est une histoire assez traumatisante pour lui. Lovely en garde encore des séquelles. J'ai été confrontée à une situation étrange une de ces fois. Des amis à moi, LGBT, au seuil de ma résidence, agressés par des individus non identifiés. Quand je suis sortie m'enquérir de la situation, c'est le caractère efféminé qui a suscité le mépris des taxis-motos qui les ont remorqués et ont ensuite refusé de les amener jusqu'à destination. Pendant les échanges, pour mieux comprendre la situation, ils s'en sont pris également en ma personne, sous prétexte que je suis également un LGBT. Défense pour un village, comme des mais les roues gambo et roues dion, filet, mais de l'air hondu, mais il m'attendait bien très bon. On va pour une repos, mais les tête de yon boura. De rien mon don ou moins zombo. Yendo, défense pour un village. Nous mon géant document commissariat, un beau document certain. Ils ont décidé de m'amener au commissariat après m'avoir fouetté. Il faut faire des bourgeois. Bon, il y a des caca. Bon, à vous dire que tu es un vous. Perruque est à jouer. Il y a des perruques comme moi. Madame, il était le cas bon, j'ai choqué toute ma vidéo dormir, mais j'ai quartier bien tombé à clé. Bon, il faut des bois. Au jour. Il y a un bon commissariat. Une fois au commissariat, ils ont avancé l'argument selon lequel je suis une braqueuse. Je n'ai pas eu droit à la parole.
Les policiers m'ont également maté. Je suis resté en garde à vue durant 3 jours sans manger ni boire. Au Bénin, l'homosexualité n'est pas pénalisée, contrairement aux pays voisins que sont le Sénégal, le Nigeria. Mais attention, leurs droits ne sont pas à mettre de côté. Alexandrine Saïzonou-Bédier est avocate au barreau du Bénin. Étant donné qu'il n'y a pas de test spécifique, mais c'est des hommes. Si on porte atteinte à leur intégrité, tout simplement parce qu'ils sont d'un autre bord, ils sont en mesure de se plaindre. Et le juge va poursuivre, le procureur va poursuivre sur la base des tests existants, de l'atteinte à leur intégrité, du harcèlement moral et autres, voire de faits de violence physique et autres. Donc, dire qu'il n'y a pas de test, il y a des tests de droit commun qui peuvent utiliser s'ils venaient à être agressés, si on venait à leur porter préjudice tout simplement à cause de leur choix. Mais des tests spécifiques pour dire qu'au Bénin, voilà comment il faut les traiter, voilà, on peut se permettre de faire ci et ça, parce que en les reconnaissant, il faut leur reconnaître également des droits. Cependant, la société dans sa majorité selon les cultures, la religion, la tradition, la sociologie ou encore les perceptions de valeurs et de principes rejette à raison ou à tort l'existence des homosexuels. Le point de vue des religieux nous a paru important. Pour le pasteur Edgar Guidibi, l'homosexualité est une déviance. Qu'est-ce que Dieu dit en particulier sur ce que vous appelez les minorités sexuelles, les homosexuels et tous les autres, que c'est une déviance. On le verra par exemple dans Lévitique 18, 22, je crois, où on dit que quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 18, 22. On voit aussi dans Lévitique 20, je crois 13, que quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination devant l'Éternel. L'Église catholique, quant à elle, affiche une position nuancée et fait une différence entre l'homosexualité et l'homosexuel. L'homosexualité est un acte intrinsèquement désordonné. Désordonné tout simplement parce que ce n'est pas conforme à la loi naturelle. Vous voyez, l'homme est créé masculin et féminin et la tendance c'est que le masculin attire le féminin va vers le masculin. Et c'est le masculin, le féminin, entendez, l'homme mâle et l'homme femelle. Donc l'homme et la femme qui s'unissent pour vivre cette affection, pour partager cette affection intime qu'est le rapport sexuel. Donc, je vais dire que l'Église est au niveau d'un compromis entre deux principes. Le premier principe, c'est que l'homosexuel n'est pas un homme à abattre. L'homosexuel n'est pas un homme à rejeter. Donc, l'accueil de l'homosexuel, ça c'est le premier principe. Mais le deuxième principe, c'est le rejet de l'homosexualité. Puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est un acte qui n'est pas acceptable. Donc, l'Église accueille les personnes homosexuelles. Du côté de la religion musulmane, il n'y a pas de place pour l'homosexuel dans la société. L'homosexualité en islam est interdite et fait partie des grands péchés. Le Coran l'a interdit, la Sunna, qui est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a interdit, et le consensus de tous les musulmans l'a interdit également. Et quand nous prenons un exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Atatuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, allez-vous accomplir l'acte sexuel avec les mâles de ce monde et vous délaissez les épouses
que votre Seigneur a créé pour vous, mais vous êtes plutôt un peuple de transgresseurs. Il est clair que nous ne devrons pas faire cet acte-là avec des semblables comme nous. Des dispositions religieuses assez claires qui ne vont pas dans le sens de l'acceptation de l'homosexualité. Pourtant, l'effectif des LGBTQ s'agrandit de jour en jour. Les causes de l'homosexualité sont aussi insaisissables que la problématique de l'homosexualité dans la société. On ne peut pas dire que c'est une maladie, mais il y a des aspects maladifs. Est-ce des causes psychiques? Ce n'est pas non plus totalement déterminé. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate que certaines personnes ont cette tendance-là. Est-ce un développement mal intégré au niveau de l'évolution de la personne humaine? Je crois que les recherches continuent. Et pour leur défense, les homosexuels rencontrés avancent la thèse d'une réalité naturelle. Pour eux, c'est parti d'une enfance qui n'a rien d'extraordinaire. Karina, ça a commencé depuis le bas âge, même depuis les premiers pas à la maison. Ma maman me disait avec ses amis me voyaient, mes manières de faire, eux tous disaient, ton enfant, c'est pas un homme, hein. Il a tout d'une femme. Ton enfant, il ressemble trop à une femme. Hein. Il ressemble trop à une femme. Hein. En grandissant, moi-même, je comprends en moi-même que j'ai rien de spécial d'homme. Même ma peau, je sens en moi que je suis une femme. On ne va pas dire qu'on a copié quelqu'un. C'est inné en nous. On est venu, on a grandi dans ça. Quand on grandissait, on n'avait pas de l'attirance pour les hommes, mais plutôt pour les femmes. Pour les parents dont les enfants se retrouvent être dans l'univers des minorités sexuelles, c'est une pilule amère, très amère à avaler. Dame Lucrèce a dû renvoyer son enfant de la maison à cause de son homosexualité. Il a commencé à l'âge de 14 ans. Mais moi, je ne savais pas si c'est homosexuel parce que j'attends, mais je n'ai jamais vu. Des fois, si je dépose mes habits, il porte mes habits, il met mes perruques. Mais les gens disaient, ah, maman, tu as la chance, si tu as vraiment la chance, si ton enfant était une fille, ça serait bon pour toi. Il cuisine très bien, il fait tout de ménage, il fait tout. Mais moi, je ne savais pas que c'est homosexuel. J'ai constaté ça à l'âge de 17 ans. Et il y a un jour, nous sommes à la maison, et il met des pommades. Et j'ai pris son pommade pour renverser tout au WC. Et Morel a commencé par pleurer pour dire pourquoi moi j'ai mis ces pommades au WC. Que de accepter comment il est. Que de me dire la vérité, qu'il est pédé. Mais il ne peut plus jamais changer. Le jour-là, sincèrement. Comment vous êtes senti ce jour? C'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je l'ai agenouillé. Et j'ai demandé pardon. Morel a dit de se lever, qu'il ne peut jamais changer. Il me semble que son papa l'a écrit. Qu'à partir d'aujourd'hui, que de ne plus l'appeler papa. Mais Morel ne m'a rien dit par rapport à ça. J'ai tout dit à Morel ne veut pas laisser. Et je lui ai dit, si c'est ça, je ne veux plus de lui chez moi. Il est parti chez ma mère pour rester chez ma maman. Sa grand-mère? Oui. Et ça, ma maman m'appelle toujours pour me demander pardon que de lui laisser. J'ai dit non, comment je vais avoir un enfant, un garçon, et mon enfant va devenir une fille que je ne peux plus supporter. Et j'ai commencé par avoir le mot de cœur. Et les cardiologues me disent de laisser. Si je ne laisse pas, un jour, je vais mourir. Mais il sera toujours comme il est. Que de laisser. J'ai dit non, que je ne peux pas. Et je l'ai renvoyé. Je l'ai renvoyé sincèrement. Et je l'ai renvoyé de ne plus venir chez moi. Et il était chez ma mère.
La manière dont je suis en train de menacer ma maman, que c'est lui qui est en train de lui monter la tête. Morel a encore quitté là et je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas comment il est, je ne sais même pas. Aujourd'hui, avec un peu de recul, elle essaie de renouer le contact avec son enfant, toujours avec un pincement au cœur. Il m'a appelé pour me dire, maman, s'il te plaît, tu as le problème du cœur. Je t'en prie. Ça c'est arrivé, ça doit arriver. Il faut accepter ça comme ça. Et j'ai dit, Morel, c'est vrai, ça a dit oui. Tu es où maintenant? Il a dit de ne plus demander. Après, il va m'appeler. Et sincèrement, depuis le jour-là, il a accepté ça comme ça. Il y a quelques mois seulement en arrière, des transgenres ont été pris à partie à la sortie d'une boîte de nuit à Cotonou. Mis à poil et brutalisés, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Parmi eux, il y avait l'enfant de Dame Lucrèce. L'image de son enfant, dans un état ensanglanté, a été un choc pour elle. Aujourd'hui, son enfant, craignant pour sa vie ici au Bénin, est dans un pays voisin, la Côte d'Ivoire. Une fois, je l'ai appelé Wilfried. Elle a dit, maman, pardon. S'il te plaît, il ne faut plus m'appeler Wilfried. Parce que, oui, s'il te plaît, des fois, si tu m'envoies les audios, si je vais écouter, il y a des gens qui sont à côté de moi. S'ils attendent Wilfried, ils me demandent pourquoi on m'appelle Wilfried. Désormais, tu peux m'appeler Kali ou soit Morel. Et désormais, si ses frères et ses soeurs vont l'appeler, je dis, s'il vous plaît, bonsoir Dada Kali. Et c'est comme ça jusqu'à présent. Dans une vidéo amateur, depuis la Côte d'Ivoire, l'enfant revient sur cet épisode qui a basculé sa vie. Il y avait un gars entre eux qui m'a posé la question en me disant, toi, t'es un garçon ou bien t'es une femme? Il m'a posé la question 2 fois, mais je n'ai pas répondu. La 3e fois, je l'ai répondu en disant, je suis une femme trans. Donc, on dirait pour lui, il ne comprenait pas ce qu'on appelait femme trans. Donc, il a baissé mon habit. Et là, il a vu qu'en réalité, je n'avais pas les vrais seins, que c'était des faux seins. Donc, c'est là, il a commencé à me gifler. Et ils ont pris mon sac. Que j'avais d'argent dans mon sac. Ils ont pris des trucs dans mon sac. Ils ont saisi mon sac. Ils ont commencé à me déshabiller. Je me tentais de faire la tête pour qu'on ne me déshabille pas. Donc c'est là les gens ont commencé à nous prendre en vidéo. Ils nous ont dit de se déshabiller, on a refusé. Ils ont commencé à nous donner des coups par là, par ici. Donc c'est là un autre gars est passé par derrière, il a pris une bouteille de Desperado, il m'a assommé derrière. Donc c'est là, j'avais plus de force, j'étais abattu. Ils sont nombreux à laisser des messages de détresse sur les canaux digitaux de l'ONG Hirondelle Club Bénin pour des demandes d'assistance et généralement avec insistance. Luc Agblakou, président de cette organisation non gouvernementale, lutte depuis plusieurs années pour la protection des minorités sexuelles. Donc, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai encore reçu un jeune qui me dit, qui écrit, parce que souvent les gens nous écrivent aussi sur notre Messenger. Il dit, coucou, salut à vous, j'ai un problème urgent. J'aimerais beaucoup votre aide. Et je lui ai répondu, tu as quel problème? Et il m'a dit, je suis actuellement chez un ami. J'ai été chassé par ma mère. Je vis seul avec lui. Je lui ai dit, ok. Je lui ai demandé de me dire pourquoi la maman l'a chassé. Et il répond, je suis chez un ami, voilà, pour quelques jours. Et là, il dit, je suis transgenre. Donc c'est parce que la maman a découvert sa sexualité que la maman l'a renvoyé de la maison. Donc il est transgenre. Donc elle a dit, maman a découvert que je suis gay. Et c'est ma mère biologique. On vit ensemble, nous les deux. Donc voilà. Et je lui ai dit, je vois. Il dit, mon père n'est pas au pays. Elle dit, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut pour toi?
qu'est-ce qu'on peut pour lui? Voilà, parce que souvent, nous leur posons la question. Il dit, Jean, m'aider à trouver quelque part rester, ou chez quelqu'un qui va m'aider à me permettre de rester à côté de lui. Donc, il a besoin de logement de façon urgente. Le rejet sous fond de menaces les pousse donc à vivre cachés. Comment vivent-ils dans une société qui les rejette? Ont-ils accès aux services publics de base? Face à l'emploi, sont-ils recrutés, ces homosexuels? En parlant de job, c'est difficilement aussi autre job au Bénin. Parce que moi, je suis parti à un recrutement et veut des travailleurs. Et quand je pars là-bas pour faire d'abord ma manière de parler et mes faits et gestes, déjà là, quand on fait notre entretien, l'échange, à la fin, la personne me pose la question si je suis de quelle orientation. Moi, je dis que je suis homo, je suis ci, je suis... Parce que très souvent, je suis tombé des personnes qui me posent ce genre de questions que, en me voyant là, je serai de temps en temps. Et quand je dis le truc, on me dit le lendemain, je vais te contacter. Le lendemain, je reste là, on me contacte plus. J'appelle, la personne ne décroche plus. Alors qu'on me dit que ton dossier est bon. Parce que je suis de l'orientation et homo. C'est pas pour ça que je vais être fonlé, non. Paresseux pour ne pas travailler à l'école. Je me bats à l'école, j'occupe toujours la première place. Mes bulletins sont là, je peux justifier. Ici, au refuge, cachés dans leur quotidien, les jours ont les mêmes couleurs, vivre sans grande perspective et parfois un peu perdu. Ces dernières années, le développement des réseaux sociaux a levé un coin de voile à la fois sur la vie des homosexuels, mais également sur les violences de tout genre dont ils sont victimes. Et voilà donc notre enquête sur les minorités sexuelles au Bénin, vie cachée, écho des secrets. Dans la deuxième partie de cette émission, vous savez, place au débat avec mes invités. Je suis avec Teddy Goudalo, que je ne présente plus, journaliste à la rédaction de Canal 3 à Bénin. Vous faites partie de l'équipe qui a réalisé cette enquête. Vous êtes également membre du réseau des journalistes travaillant sur les questions de droit et santé sexuelle et reproductive, planification familiale. Merci d'être avec nous. Et puis jusqu'à côté de vous, Docteur Hubert Nyangvi, vous êtes socio-anthropologue. Merci également d'être avec nous ce soir. Et puis, la seule dame sur le plateau, Madame Hermione Ligan, vous êtes journaliste et spécialiste des questions des droits humains, présidente et fondatrice de Twins Foundation Bénin. Merci aussi d'être avec nous. Merci. Et puis, jusqu'à côté de vous, Brice Areko, chargé d'intervention avec les populations clés et point focal santé mentale à l'ABMS, Association béninoise pour le marketing social. Alors, je commence par Tizi Goudalo. Alors, dites-nous rapidement comment ça s'est passé sur le terrain pour la réalisation de cette enquête. D'accord, merci Eric pour ce plateau. Alors, je vais dire, pour aller très vite, rapidement. Tout est parti d'une formation que j'ai suivie à Dambo, qui a été initiée par l'ABMS au sujet des minorités sexuelles. Donc, au cours des travaux, nous avons eu la chance d'échanger avec Luc Agblacou, le président de l'ONG que nous avons découvert dans le magazine. On a eu la chance d'échanger avec lui. Il nous a expliqué les problèmes, ce qu'ils vivent. Je me suis dit, mais tiens, il faut qu'on s'intéresse à ce sujet-là. C'est ça. Donc, une fois à l'issue de la formation, je suis rentré en contact avec lui. Et voilà, franchement, il nous a aidé. Il avait collaboré. Absolument. Il nous a aidé à rentrer en contact avec ces personnes LGBT que nous avons vues dans le magazine. Il les échange avec ces personnes. Non, mais franchement, vous avez vu, c'était pas gagné d'avance parce que c'est une fois au refuge, c'est très sensible. C'est très sensible. Ils n'ont pas du tout dans un premier temps qu'une caméra vienne
leur intimité. Mais grâce à des échanges répétés. À des échanges répétés avec le président qui les a fait chose là, qui les a amenés à se prêter à l'exercice. Donc, l'échange avec ces derniers, ça a été comment? Ils ont accepté nous parler à visage découvert. Mais le professionnalisme étant de mise, nous avons, sujet aussi sensible. Nous avons choisi cacher leur visage. D'accord. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est ce que ça a donné la production. Ensemble, nous allons échanger dessus. Parfait, merci beaucoup. Allez, Madame Mbeno Ligan, vous êtes spécialiste des questions de droits humains. Dites-nous, quelle est la situation de ces personnes du point de vue droits humains dans notre pays? Alors, merci une fois encore à vous, Eric. C'est vrai que j'ai un gros chat là tout de suite. J'ai remarqué. J'ai eu un gros chat tout de suite, mais bon, c'est... En réalité, c'est la question. Parce que là, tout de suite, nous sommes en train de doser. Et je suis juste fière de nous, collègues journalistes, parce que c'est pas facile d'oser sur ce genre de questions. Je nous dis à tous déjà félicitations. Félicitations parce que nous avons voulu quand même creuser l'abcès. Nous sommes en train de dire tout bas ce que tout Béninois, nous sommes en train de dire plutôt tout haut, ce que presque tout Béninois dit tout bas, alors que nous sommes dans une réalité. On a vu les religieux, on a vu toutes sortes de personnes parler tout à l'heure, c'est vrai. Quand on retourne à la réalité, quand on retourne à nos dits au quotidien, nos vécus, tout ce que nous avons entendu, lu et nos expériences au quotidien, on pourra dire que nous nous retrouvons dans une anormalité en quelque sorte. Mais que dit les droits humains en général quand nous retournons à notre Bible, les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je pense que quand nous prenons les 6 premiers articles déjà, ça nous permet de dire que chacun devait pouvoir vivre libre et égaux en termes de dignité et de liberté. Je pense qu'on a écouté, on a suivi toutes ces personnes qui viennent de parler. Aucune personne n'a dit « j'ai vu l'autre faire ». Et j'ai envie de suivre cette personne. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu. Là, tout de suite. On a senti que c'est quelque chose que chacun vit en réalité. Ce n'est même pas descriptible, en fait. On peut voir l'apparence de quelqu'un pour pouvoir dire, la personne que je vois tout de suite là, mais bon, je suis que cette personne, elle doit être de la communauté. Mais en réalité, ça peut être archi faux. Parce que ce que la personne vit n'est pas écrit sur son front. On ne peut pas savoir le type de sexualité que chacun de nous vit sur ce plateau. On ne pourra pas le dire. Chacun est capable de dire en réalité ce qu'il vit, ce qu'il fait au quotidien. On a suivi maître Alessandrine Bédier tout à l'heure, Saïzonou, qui a quand même déjà élucidé, éclairé un peu tout ce que dit les lois béninoises par rapport à la question. On a constaté en réalité que au Bénin, la loi, elle est muette sur la question. Elle est vraiment muette sur la question. Et quand on retourne à la question de mariage au Bénin, on sait que le mariage doit être fait entre des hommes de sexe différents et devant un officier d'état civil. Donc, rien qu'à voir ce test, on pourra dire en réalité qu'au Bénin, on ne nous a pas permis de faire le mariage en 2 sexes. Donc, vous comprenez déjà avec moi ce que disent les lois au Bénin, même si sur cette question précise de l'homosexualité, on n'a pas eu plus de précision. Mais là, sur ce plateau, avant de continuer, j'ai envie de vous dire et envie de partager également avec nos téléspectateurs que nous sommes là pour une question de santé publique. Nous sommes là pour une question des droits, des objectifs du développement, l'ODD 3 qui nous parle de bonne santé et bien-être. Nous sommes là pour le droit à la santé. Chacun de vous a droit à la santé.
chacun de vous peut se retrouver devant un médecin pour pouvoir lui dire en réalité de quoi il souffre, n'est-ce pas? Et que le médecin peut facilement consulter cette dernière et pouvoir lui donner en réalité de quoi il a besoin. En fait, c'est de ça il s'agit en réalité. On est là pour pouvoir dire en réalité que cette réalité, elle est là. La communauté LGBT est bel et bien présente au Bénin. Mais pourquoi ne pas permettre à cette même communauté de jouir des mêmes droits, le droit à la santé, comme vous et moi? Donc, c'est la question que je vais poser à monsieur Dr Hubert Nyanvi, socio-anthropologue, pour comprendre, bien entendu, voilà, ce que nous savons, c'est que cette communauté existe, mais nous savons également que la société ne les accepte pas. Est-ce qu'il y a des raisons à cela? Merci à monsieur Eric, le journaliste. Absolument. Je suis fier d'être là. Ma voix un peu... Ouais, on a compris. Mais on vous entend. La question essentielle est l'acceptation de ces minorités. Et pour élucider cela, ce qu'on remarque tout de suite sur le terrain, c'est l'étiquetage social. Et moi, j'ai travaillé sur le VIH, où vous savez, cette communauté, le taux le plus élevé, c'est avec eux. Donc, on a constaté que déjà, enfant, quand vous êtes homosexuel, les gens vous insultent avant SIDA. Je ne sais pas si vous avez le temps de constater. Surtout ceux qui sont efféminés, entre griffes. Voilà. Et cette question fait appel à une conscience morale. Ou dans les normes de droit, quand on remonte dans l'anthropologie juridique, on constate que la religion, entre parenthèses, musulmane, chrétienne et animiste, ont une forme de droit basée sur les normes générales impersonnalisées. Les normes générales impersonnelles. Ce sont des normes qui se sont imposées à nous. Et ça fait que vous vivez dans la communauté avec une norme sociale prédéfinie, préétablie avant votre naissance. Tandis que de l'autre côté, l'Afrique francophone ne pénalise pas l'homosexualité. En dehors de l'absence d'un droit, l'Afrique francophone ne pénalise pas l'homosexualité. Donc déjà, on voit qu'il y a un laisser-aller dans l'espace public qui favorise l'homosexualité, qui ne dit pas son nom. Même puisque nous appartenons, nous avons nos cultures, on constate que les cultures s'interfèrent et s'opposent à l'homosexualité. De ce point de vue, on constate que lorsque vous êtes homosexuel et vous êtes à visage découvert, ceux qui sont en face vous voient pathologique, c'est-à-dire vous êtes dans une anormalité. Et par revers, ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi vous êtes homosexuel. Donc je comprends qu'il faut aller au-delà de cet étiquetage pour comprendre par devers cette rationalité qu'anime la communauté LGBTQ+, que j'appelle souvent minorité. Alors, il faut s'intéresser également à leurs droits sexuels en matière de santé. Et quand vous constatez, quand vous allez à l'hôpital et quand vous êtes homosexuel déjà, on constate, même l'infirmier, quand il n'est pas averti, il tique d'abord avant de prendre en charge ce dernier. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait pour que déjà nous restons dans une approche compréhensive pour comprendre que l'autre, c'est moi. Donc, l'altérité, il faut chercher les moyens pour
déconstruire cette forme d'altérité qui existe au sein de notre communauté béninoise. Merci. Parfait. Allez, Monsieur Brice Arécor, chargé d'intervention avec les populations clés et point focal de santé mentale à la BMS, Association béninoise pour le marketing social. Alors, dites-nous, quel est l'intérêt pour la BMS de s'intéresser donc aux questions de minorités sexuelles? Alors, merci beaucoup, cher Eric, et merci pour avoir invité la BMS, l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, à travers ma personne. Et merci pour avoir osé. Donc ça fait double merci. Nous recevons. Merci pour avoir osé parce que les éléments que nous avons suivis ensemble tout à l'heure, l'élément a été réalisé au Bénin. Donc ça veut dire que ces personnes LGBT, ces minorités sexuelles qui ont été enregistrées là, sont des Béninois. Donc ça veut dire que les faits sont là. Donc il faudrait quand même qu'un jour, qu'on commence quand même par parler de ces minorités sexuelles-là. Alors l'ABMS, il faut clarifier que l'ABMS, nous sommes dans la promotion de la santé. Donc il faut noter, il y a Emion qui a déjà commencé par dire, ABMS, nous ne faisons pas la promotion d'une minorité donnée. Nous ne faisons pas, l'ABMS ne fait pas la promotion d'une orientation donnée, l'ABMS ne fait pas la promotion des personnes LGBT, mais nous parlons santé. Nous faisons la promotion de la santé. Alors, l'ABMS, en son sein, a un département, le département santé, droit sexuel et reproductif, qui s'occupe de tout ce qui est intervention à l'endroit des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Alors, dans la mise en œuvre de ces activités, parce que si nous faisons la mise en œuvre de ces activités, c'est pour contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes béninois dans la tranche d'âge de 10 à 24 ans. Alors, dans la mise en œuvre de ces activités, nous avons constaté qu'il y a de ces jeunes qui ont cette orientation, qui font partie des minorités sexuelles, qui sont des personnes LGBT. Est-ce que nous allons les mettre de côté pour faire l'intervention seulement, pour faire les activités seulement avec les autres adolescents et jeunes, entre dites normales, entre griffes? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non, parce que ces adolescents et jeunes qui font partie des minorités sexuelles, qui sont des jeunes béninois également, doivent bénéficier des services de santé que nous mettons à disposition. Donc déjà, l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec ces communautés, c'est parce qu'ils font partie de notre cible, les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Alors la deuxième raison, c'est que nous travaillons également aux côtés du ministère de la Santé, nous travaillons avec les populations clés. Alors, population clé, c'est une population identifiée. Avant de parler de population clé, c'est qu'on identifie cette population sur la base de la prévalence au VIH. Je pense que Dr Yanvi est revenu sur la prévalence au VIH tout à l'heure. Donc, la population clé au Bénin, c'est que quand vous prenez les cibles composantes de cette population, la prévalence au VIH est largement supérieure au taux de prévalence au niveau de la population générale. Alors, quand vous prenez le taux de prévalence au niveau de la population générale, le taux de prévalence au VIH, au niveau de la population générale aujourd'hui au Bénin, c'est un peu statique. Environ 10 ans, nous tournons autour de 1,2. Alors, quand vous prenez le taux de prévalence au niveau des personnes ayant des rapports des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes aujourd'hui, la dernière enquête, la dernière ESDG, enquête de surveillance de deuxième génération réalisée en 2017, validée en 2018, réalisée avec les hommes ayant des rapports sexuels avec les jeunes, montre que le taux de prévalence au VIH à leur niveau, ils sont à 7%. C'est élevé. Ils sont à 7%, justement. Pour l'enquête qui a été validée en 2018. Depuis là, on n'a pas... c'est tellement que ça a évolué. Voilà, donc actuellement l'enquête est en cours, donc c'est quand le rapport va sortir que nous allons voir si entre-temps ça a diminué ou ça a encore monté. Alors, donc quand vous prenez toujours cette enquête dont je parle, l'enquête de surveillance de deuxième génération, le SDG, l'enquête montre que environ 70% ils sont des bisexuels. Environ 70%. Ils sont des bisexuels. Donc quand on parle de bisexualité, peut-être, je prends l'exemple, un homme qui a une attirance émotionnelle et ou sexuelle envers un homme
et qui a la même attirance émotionnelle ou la même attirance émotionnelle et ou sexuelle envers une femme. Donc la bisexualité, vous voyez un peu, environ 70% ils sont des bisexuels. Alors, quand vous allez creuser un peu cette bisexualité, juste à poser avec l'environnement qui n'est pas tellement favorable, est-ce que c'est avec l'environnement qui n'est pas favorable, on comprend que peut-être ils sont bisexuels pour pouvoir répondre à la société, pour pouvoir répondre aux normes en griffe de la société. Alors ça veut dire qu'ils sont dans la société, ils ne sont pas en dehors de la société, donc ça veut dire qu'ils peuvent, ce taux de prévalence au VIH peut quitter des personnes, des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes qui sont à 7% et migrer vers la population générale. C'est un problème de santé. Voilà, donc c'est vice-versa. Vous voyez un peu, donc ça fait partie, c'est également l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec cette population, parce que c'est une population un peu à risque. Alors, la dernière raison, qui est la troisième raison pour laquelle nous travaillons avec cette population. Quand vous prenez cette population aujourd'hui, comme le disait Dr Yanvi tout à l'heure, il y a que nous n'avons pas véritablement les services de santé adaptés à leurs besoins. Les services de santé qui sont disponibles aujourd'hui ne sont pas réellement adaptés à leurs besoins au niveau des centres de santé. Alors, parce qu'il y a une certaine spécificité à leur niveau, dans les examens cliniques, c'est autre chose, donc les services ne sont pas réellement adaptés à leurs besoins. Donc, voilà, entre autres, les trois raisons qui font que l'ABMS travaille quand même avec cette communauté, parce que nous sommes dans la santé publique, et là, c'est l'intérêt supérieur de tout le monde qui compte, et voilà un peu. Alors, si vous me permettez, je peux évoluer également sur les différentes activités que nous faisons avec cette communauté. Quelques petites minutes. Voilà. Je peux résumer ces activités que nous faisons avec cette communauté sur 3 points. Le premier point, c'est nous faisons de la mobilisation communautaire avec cette communauté. Okay. La mobilisation communautaire, c'est que nous travaillons avec les associations des minorités sexuelles, parce que l'environnement n'est pas favorable. Ils évoluent beaucoup plus dans la clandestinité. Donc nous allons vers ces associations pour faire des activités de sensibilisation sur les thèmes liés à la santé de reproduction, la prévention de VIH, la prévention des IST. Nous faisons des activités de sensibilisation du genre avec les associations. Alors, en plus de cette activité de mobilisation communautaire que nous faisons, nous connectons ces activités de mobilisation communautaire avec les services. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas de service de santé adapté. Donc nous avons formé des agents de santé sur l'offre des services de santé adaptés à la communauté. Donc il y a aujourd'hui ces agents qui sont formés, qui peuvent offrir ces services spécifiques à la communauté. Et le troisième point, qui est le dernier, c'est qu'on finit de former les agents de santé, on finit de faire la mobilisation communautaire. Il faudrait maintenant que l'environnement soit favorable pour que ces personnes de la minorité sexuelle puissent aller bénéficier des services de santé. Donc pour ça, nous travaillons sur l'environnement, on agit sur l'environnement pour que ça soit favorable. Alors pour ça, nous travaillons avec des détenteurs d'enjeux au niveau, sur les détenteurs d'enjeux au niveau de l'environnement. C'est ça, c'est ce genre d'activité qui nous a amené, par exemple ABMS à organiser une formation sur les minorités sexuelles, une formation des journalistes et des responsables des organes de presse pour rendre l'environnement favorable. Nous avons formé également des officiers de police judiciaire, parce que dans l'élément tout à l'heure, vous avez compris qu'il y a une personne trans qui a été violentée dans un commissariat. Donc on s'est dit qu'on doit pouvoir former ces OPJ sur les minorités sexuelles pour qu'ils puissent véritablement comprendre cette thématique pour pouvoir mieux les accompagner. En tout cas, vous voilà compris, un peu, vous avez été invité en fonction de vos profils au regard de la sensibilité du sujet. Mais j'ai une dernière question pour Hermione Oligan. Si dans l'environnement, on peut dire oui aux minorités sexuelles, on peut aussi comprendre que d'autres personnes disent non et accepter. C'est normal. Sans que cela ne soit un problème. C'est normal, sans que ces derniers ne soient traités d'homophobes. Vous l'avez même parlé à l'entame de cette émission avec le sportif du haut niveau, le Sénégalais. C'est ça. Le gars, c'est quoi? Il n'est pas obligé de dire oui. Il n'est pas obligé de porter un maillot pour dire j'accepte. La vie a un choix. Je l'ai dit, la DUDH, tout le monde est libre et égaux en dignité et en droit. Donc, si je ne suis pas prête pour accepter quelque chose, ne me forcez pas à accepter, mais juste comprendre que chacun de nous est libre. Là où s'arrête ta liberté,
Mais c'est par là que ça commence, la liberté de l'autre. Vous faites la même lecture, monsieur le sociologue, sur cette position aussi, de dire non. Non, dire non, dire oui, cela dépend des référents. Et ce référent est le référent culturel pour moi, où il faut apprendre à négocier avec sa culture. Et lorsqu'on parle de minorité, souvent les gens leur accordent les violences. Il faudrait que ces minorités aussi adoptent des comportements de tolérance et pour que la tolérance soit partagée de part et d'autre. Merci. Et on vous aura compris, Teddy, un dernier mot Non, mais moi, mon mot, tout s'est bien passé sur le terrain. Par rapport à la dernière question, c'est de dire quoi? La vie a un choix. Laissez chacun faire son choix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Justement, nous avons réalisé ce grand reportage sur les minorités sexuelles, vie cachée, code et secrets. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube Canal 3 Bénin. Portez-vous bien et puis à très bientôt.